Bienvenue dans le 34e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est Virgile Viré de la mercerie parisienne LSD, Lafayette Saltiel Drapier. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours particulier qui l'a mené à reprendre la mercerie de famille et à en faire un lieu unique au cœur de Paris. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 7 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoolord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m², c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Virgile. Salut. Merci de nous recevoir chez LSD. Alors, aucun rapport avec cette drogue que certains d'entre vous ont peut-être essayé. Hein. Je n'en sais rien. On est chez Lafayette Saltiel Drapier et je suis en face de Virgile Viré, qui est le boss de la maison. Et on se connaît depuis quelques années maintenant, Virgile. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Hein. Ouais, ça fait... Depuis, on s'était croisés chez un client à moi, et puis après, je sais pas, tout est passé, et puis on avait sympathisé. Ouais, exactement. On a même pris quelques verres au Petit Homo. Enfin bref, on s'est croisés pas mal. Et donc, Lafayette Saltiel Drapier, c'est quoi ? C'est une mercerie, c'est ça ? On peut appeler ça comme ça ? Oui, en fait, c'est plus c'est une combinaison entre une mercerie et une draperie. Ouais. Ça paraît, on associe souvent la mercerie avec la draperie, parce que la mercerie, c'est les boutons, les fils et tout ce qui sert à construire un vêtement. Et la draperie, du coup, c'est tous les tissus. C'est un terme qu'on utilise moins maintenant, mais à l'époque, c'était tout ce qui est tissu, lainage, plutôt masculin. Mais c'est pas très... Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, j'étais avec quelqu'un avant et je dis je vais faire un podcast dans une mercerie. Il m'a dit tu vas à l'EHPAD. Et j'étais là, non mais attends, c'est absolument pas ça, c'est pas le truc, on fait pas du crochet quoi, tu vois, on fait... Ici tu vends tout ce que tu vends, surtout des professionnels. Oui. Ouais. Alors en fait, oui, c'est de la mercerie. En fait, il y a la mercerie créative où c'est plutôt, on va dire, les crochets, les perles, la décoration. Et puis après, il y a la mercerie... tout ce qui est plus pour les fournitures pour la couture en fait. Donc, où là tu travailles avec toutes les grandes marques et tous ceux qui cousent. Voilà. Donc c'est à Paris. On va avoir des étudiants, des tailleurs, des ateliers de création, des créateurs, des maisons de couture. Donc tous les gens qui ont besoin de produits professionnels pour réaliser des vêtements ou des patronages. Ok, alors l'idée dans ce podcast, c'est de revenir sur toi, ce qui a fait que tu es arrivé ici, parce que travailler dans un univers de ce type, on n'y arrive pas par hasard, j'imagine. Que tu nous racontes un peu d'où tu viens, et quelles études, quel est ton parcours de vie qui t'a mené jusqu'ici. Alors, Raconte-nous d'où tu viens, où est-ce que tu es né déjà ? Alors, je suis né à Pertuis, dans le sud de la France. Ok. Donc loin du sentier parisien. Ouais, assez loin du sentier parisien. Mais oui, et puis en fait, mes parents travaillaient dans le tourisme. Okay. Donc on a beaucoup voyagé. Je suis rentré en France, j'avais 19 ans. Ah ouais. Donc du coup, on a vécu... on a vécu dans plein de pays différents. Ça veut dire quoi, travailler dans le tourisme ? En fait, ils travaillaient à l'époque, ça s'appelait Nouvelles Frontières. Ah ouais. Donc du coup, voilà, ils étaient résidents à l'étranger, donc ça nous a amené à partir. Ils faisaient quoi chez Nouvelles Frontières ? Pardon ? Ils faisaient quoi chez Nouvelles Frontières ? Mais ils étaient résidents, donc en fait, ils étaient dans des où ils accompagnaient des voyages. D'accord. Donc des gens qui allaient qui faisaient des tours pendant 2 ou 3 semaines. Ou sinon, ils étaient résidents, donc on a vécu... Je sais absolument pas ce que c'est, résident. En fait, par exemple, quand tu vas dans un genre de club de vacances, en fait, souvent, l'agence
avait quelqu'un sur place pour s'occuper des gens qui arrivaient, s'assurer que tout se passait bien, tout ça. Donc on a été au Sénégal, on a été en Tunisie, aux Maldives pendant longtemps, et puis en Indonésie, en Inde. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avant j'ai beaucoup baladé à droite à gauche. Donc ça, énorme. Moi je crois que je me souviens être allé dans un Nouvelle Frontière quand j'étais petit avec ma mère. À l'époque, tu réservais dans les années 90. T'allais dans une agence, tu réservais tes vacances dans l'agence. C'est ça. Sur une T'avais un catalogue. Ouais, c'est ça. On avait le catalogue avec une espèce de Minitel là, où elle tapait les trucs, où elle cherchait les vols, ensuite et tac, et elle réservait tout ça. Ouais. Énorme. Et c'était Nouvelle Frontière. C'était Nouvelle Frontière, qui avait un peu à l'époque démocratisé le voyage à l'étranger, quoi. C'était abordable. Il y avait ce côté comme ça. Et puis ça a disparu, je crois, non? Enfin, je sais pas. Non, je crois que ça a été racheté. Je crois que ça existe encore, mais bon, c'est plus. Avant, c'était vraiment un phénomène de société, quoi. Les gens, ils partaient, c'était voilà. Énorme. Donc, Nouvelle Frontière. Nouvelle Frontière. C'était bien comme nom en plus. Ouais, franchement, c'était bien trouvé. Ouais. Mais donc toi, tu t'étais comme ça. Enfin, t'étais toujours en vacances, non? Ouais. Est-ce que quand on vit à l'étranger comme ça, quand on bouge souvent, est-ce que t'avais une sensation de vacances ou c'était ton quotidien? Non, c'est vrai que c'est un peu le quotidien, et puis on revenait tous les 6 mois en fait, parce que c'est des saisons, donc on revenait en France un moment, après on repartait, et puis je faisais les cours par correspondance, parce que en France on a quand même ce système super qui est l'enseignement à distance, le CNED, comme ça s'appelle. C'était déjà ça à l'époque? Ouais, c'est ça. C'était fait en fait pour les enfants qui pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils étaient malades ou éloignés. C'était surtout pour ceux qui étaient souffrants, genre plutôt à l'hôpital. Voilà. Puis après, ça s'est un peu développé parce que en France, on est obligé d'aller à l'école. Donc du coup, les gens qui pouvaient pas y aller, il fallait trouver un système. Et moi, j'en ai bénéficié, quoi. J'ai fait ça toute ma scolarité, quoi. T'es allé jusqu'à 19 ans? Jusqu'au bac, ouais, comme ça. Énorme. Ouais. C'était, ouais. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a fait vraiment. Tu sais, en général, les enfants, ils ont commencé ou ils ont été, comme on dit, pas déscolarisés, mais qui ont un enseignement parallèle, justement, au CNED ou à la maison, des choses comme ça. Mais bon, il y a toujours un moment où tu retournes genre au collège ou au lycée, quoi. Mais toi, vraiment, t'as tout fait, quoi. Ouais. Mais j'ai un peu, au début, je crois que je suis allé je suis allé en maternelle un peu, et puis après, avant le bac, je suis allé peut-être 3-4 mois. Donc du coup, t'as vraiment grandi avec tes parents, quoi. Enfin, ils étaient. Ils étaient toujours. En fait, on était 3, quoi. Voilà, dans l'aventure, comme ça. Tout le temps ensemble. Ouais. Alors de temps en temps, il y avait un de mes parents qui partait parce qu'ils avaient un voyage ailleurs et tout ça, mais c'est vrai qu'on faisait ça, on bougeait pas mal, et puis c'est une autre vie, quoi. Après, tu me demandais si c'était toujours des vacances. En fait, c'est vrai que de temps en temps, quand j'habitais aux Maldives, je me réveillais, je voyais le lagon, je me disais ah oui, quand même, j'ai de la chance. Et puis il y a d'autres moments où bon c'est on est habitué, et puis on n'a pas on a aussi les mêmes problèmes que tout le monde, quoi. Ouais, ça reste Mais bon, c'est pas une vie désagréable, quoi. Je vais pas. C'était pas dur, quoi. Et donc après, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Comment t'en es arrivé là, donc parce que t'as grandi donc un peu partout dans le monde, finalement. Un peu. Surtout, on est resté longtemps en Inde, donc je suis resté quand même 7-8 ans en Inde. Donc ça, c'était mon adolescence, c'était là-bas. Où ça? On était à côté de Bombay, dans le Maharashtra. Et effectivement, après, je suis revenu, j'ai fait une fac de com. J'avais fait des études informatiques en Inde avant de rentrer. Et puis, quand j'ai fini mes études, je me suis dit quand même, il y a cette entreprise familiale. Mon grand-père avait 88 ans à l'époque. Et donc, je me suis dit, je vais quand même aller voir comment ça se passe. Ok, donc ton grand-père avait l'endroit où on est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc c'était Lafayette Saltiel Drapier. Exactement, ouais. Et du coup... qui est toujours appelé comme ça?
Non, alors, le nom de la société, c'est assez marrant parce que mon grand-père, donc, il avait une mercerie qui s'appelait Mercerie Lafayette, qui D'accord. était à côté, qui faisait donc du coup de la mercerie pour les tailleurs et du tissu. Ok. Et ensuite, ici, ça s'appelait Saltiel. Et Saltiel, c'était une famille qui, eux, étaient drapiers uniquement. Donc, c'était de la draperie anglaise. Donc, ils avaient pas mal de tissus pour les tailleurs, mais pas du tout de mercerie. Et à un moment, ils voulaient arrêter cette activité et céder leur entreprise. Et mon grand-père a repris. Et du coup, il s'est D'accord. dit bon, bah, mercerie Lafayette, Saltiel, on va faire Lafayette Saltiel drapier. Voilà. C'était comme ça. Et du coup, à ce moment-là, c'était il y a une trentaine d'années, 35 ans. Donc la drogue existait déjà. Ouais, et c'était exactement. Déjà, et puis c'était déjà un bon trait d'humour. Alors. Ouais. Et déjà, les gens devaient passer devant et rigoler quand ils regardaient, quand ils voyaient le nom sur la porte. Ouais, donc donc toi, t'avais toujours grandi avec cette société dans ton esprit, dans le paysage familial, ou c'était quelque chose dont t'entendais pas trop parler Si, enfin, quand on revenait de voyage, on passait, donc je venais un peu ici et tout. J'ai pas une histoire où je passais mes vacances ici à compter les boutons. Il y a pas de storytelling familial incroyable comme ça. Surtout si tu voyageais beaucoup. Enfin, si t'étais pas souvent en France. On avait, c'est vrai que bon, c'était aussi, on n'était pas très proche de mon grand-père à ce moment-là, donc les choses faisaient que c'était pas quelque chose qui faisait vraiment partie de ma vie, quoi. Et du coup, c'est seulement plus tard que pour des raisons personnelles, je suis monté à Paris avec ma compagne de l'époque. Et puis, du coup, ici, je suis arrivé et puis bon, je me suis dit, bon, c'est quand même un endroit exceptionnel. Et faudrait que ça serait triste que ça s'arrête. Voilà. Et là, le poids familial. Et qu'est-ce qui t'a semblé exceptionnel dans l'endroit? Ben, je pense que c'est le fait que c'est quand même un métier très matériel, quoi. Dans le sens où on touche des choses toute la journée, il y a quelque chose de très réel, quoi. Et ça, il y a cette partie-là, et il y a aussi le fait que ce qu'on proposait et ce qu'on propose toujours, c'est quand même des choses de qualité. Donc, d'avoir des beaux produits et de les faire partager et de les vendre, c'est quelque chose de très agréable. Le côté commercial, c'est pas la partie la plus intéressante pour moi. Donc, ce qui m'a vraiment poussé à faire ça, c'est le fait que ce qu'on vendait et ce qu'on avait, c'était quelque chose un produit qui pour moi est exceptionnel. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait dans le fait de continuer ça. Ces grands rouleaux de tissu, quoi. Oui, ces grands rouleaux de tissu, mais qui sont certains qui datent des années 50, certains qui viennent quand même des plus belles usines textiles anglaises et italiennes. Donc il y a voilà, c'est pas des produits qui sont quelconques. Et t'avais une sensibilité pour ça dès le départ? T'as toujours aimé ça ou Non, c'était pas un... C'est un peu un déclic, en fait. Ouais, c'est ça. C'est en ayant travaillé ici, en coupant les choses, c'était un peu à l'ancienne. Donc au début, je coupais les tissus pour les commandes de la journée. Je faisais... Donc ça, effectivement, c'est plus venu comme ça avec le temps. Et puis maintenant, c'est marrant parce qu'avec mes voyages, il y a des choses qui me reviennent, quoi. Je me dis, ah, ça, c'est ça me rappelle un tissu baliné ou un tissu indien. Ouais, surtout qu'en Inde, ils ont quand même ils ont une bonne culture du tissu, quoi. Oui, l'Inde, c'est un pays qui a un savoir-faire incroyable en matière de tissage, en matière de broderie. Ça t'est resté cette culture indienne, hindoue d'ailleurs, comment on dit? Indienne, hindoue? Indienne? Je pense qu'on dit indienne. Indienne. Ouais. Oui, non, parce qu'hindou, c'est plus la religion. Ouais. Indienne, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu as une sensibilité que tu aurais pu garder de tes années là-bas? Je pense que c'est un peu il y a une certaine
tendresse en Inde dans la société, dans le rapport que les gens ont, qui est pas, on n'entend pas ça tout le temps parce que souvent on entend des choses plutôt horribles sur l'Inde qui sont vraies, hein, mais il y a quelque chose de très tendre et de respectueux dans les échanges entre les gens quand ils sont bienveillants. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye que j'aimerais que les gens ressentent quand ils viennent chez nous. Ce qui n'est pas le cas du tout le temps. De temps en temps, c'est l'inverse. Et voilà. Mais dans mon idéal, c'est quelque chose que je trouve important. Ouais. Et donc, quand tu arrives ici, donc tu commences à... Enfin, j'imagine que tu n'as pas viré ton grand-père du jour au lendemain. Tu as travaillé avec lui. Il t'a un peu appris... Il m'a fait faire un peu Je pense que probablement son père avait dû faire pareil. Donc, j'ai travaillé avec la personne qui s'occupait des tissus qui s'appelait James, qui est à la retraite maintenant. Donc on a travaillé ensemble, il m'a expliqué comment couper les tissus, voilà, donc j'ai fait un peu tout ça. Ouais. Mon grand-père, il était pas trop dans la... Pour lui, c'était plus, le jour où tu reprends, et de la transmission, c'était pas au niveau... il y avait pas une... je sais pas, il me disait oui, ça va aller, t'inquiète pas. C'était un peu ça, et moi j'étais là, ah oui, mais en fait, je suis un peu inquiet. Et du coup, effectivement, il a travaillé jusqu'à la fin, donc il est décédé, et puis voilà. Vous avez repris. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais vous avez quand même travaillé ensemble Ouais, pendant 2 ans, 1 an et demi. Ok. Ouais, donc ça t'a quand même laissé le temps d'apprendre un peu de lui. Ouais. Mais bon, voilà. Et puis c'est marrant parce que, j'ai repris juste après. C'était en 2009. Pendant la crise économique. Ah ouais? Ouais. T'es arrivé au bon moment. Tout a craché, c'est là où j'ai repris. Et tu t'es pas dit wow. Ben si, parce que de toute façon, dans des entreprises comme ça, on se dit y a où on était vraiment uniquement fournisseur pour les tailleurs. Donc je me disais, il y a plus de tailleurs, il y en avait déjà beaucoup moins à l'époque, et c'était notre activité principale. Et du coup, c'était quand même quelque chose d'assez... je me disais, bon, c'est un bijou, cette entreprise, mais il faut quand même réussir à tout changer, parce que là, on va pas continuer comme ça longtemps, quoi. À transformer, à trouver un autre modèle, à trouver d'autres sorties, d'autres débouchés, d'autres... Ouais. Donc ça, c'est... Et alors, comment ça s'est passé ? Justement, tu les as trouvés, tu fais toujours un peu de ce qui était fait avant ouais, donc on continue effectivement à travailler avec les tailleurs, à les fournir en toile, en doublure et tout ça. Avant, on faisait des collections de tissus, donc des liasses qui sont comme des cahiers qu'on trouve en demi-mesure ou chez les tailleurs, où il y a beaucoup de tissus dedans et qu'on peut choisir pour ses vêtements. On les faisait nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on allait voir des fabricants, on choisissait les tissus, on faisait une sélection et on fabriquait ces liasses qu'on distribuait dans les boutiques. Ah d'accord. Et du coup, on avait tout le stock ici, on coupait et on expédiait. Okay. Ce qui est plus le cas maintenant. Ce qui est plus le cas parce qu'en fait, les usines ont commencé à faire ce travail. Elles se sont dit, maintenant, les gens qui font ça... je pense qu'ils s'imaginaient que ça marchait très bien pour nous, donc ils se sont dit on va le faire nous-mêmes. Et du coup ils ont commencé à eux-mêmes vendre leurs tissus en direct, donc c'est là qu'on est devenu agent pour eux. Donc on représente des usines à qui on achetait du tissu, donc on est leurs agents exclusifs en France, donc pour de nombreuses marques italiennes et anglaises. Alors on a Huddersfield Fine Worsted qui est la société qui a créé le fresco en 1907, qui est un tissu breveté en fait, puisqu'en fait le mot fresco c'est un mot qu'on peut pas utiliser. C'est pas, je crois que c'était Hardie-Minis. C'est ça, mais c'est la même société. Ah, c'est la même société. C'est la même société. Je sais bien. Donc le fresco, qui est une toile infroissable, légère et respirante. Exactement, super tissu. Ouais, le fresco c'est vraiment un tissu assez... c'est un tissu technique d'époque en exactement. fait. Et c'est toujours d'actualité, quoi. Maintenant. Genre, moi j'ai un costume en fresco, quand t'as un mariage, tu le mets dans ta valise, tu le sors, il est pas froissé. C'est ça. Et il y a rien de technique, il y a rien de chimique dedans, il y a rien de... Tu vois, c'est juste une manière de tisser qui le rend comme ça... infroissable, il n'y a pas besoin d'avoir une fibre de... C'est 100% laine.
Oui, c'est ça. Tu vois, c'est incroyable. Mais en fait, la laine, c'est vraiment une matière, c'est une fibre technique en fait. En réalité, elle a énormément de propriétés qu'on trouve même pas dans des fibres synthétiques. Donc le fresco, c'est un bon exemple. Après, on travaille avec Fox Brothers aussi, qui a inventé la flanelle. Donc eux, c'est une société aussi qui date de 1772, donc ça fait un petit moment qu'ils font du tissu. Ensuite, on a d'autres sociétés comme Cacciopoli, qui est un drapier à Naples, qui fait des choses très farfelues. Ouais, beaucoup plus originales. Ouais, plus originales. Ils ont de tout, mais ils ont des choses très originales. Oui, c'est ça. Et ça a toujours été leur marque de fabrique, donc ils ont vraiment des belles choses. Et eux sont des designers, hein, surtout. Pas oui, c'est ça. Donc eux, tisserands. ils font faire des tissus à la demande. C'est ça. Chez pas mal d'usines de tissus assez connues. Voilà. Et puis ensuite, on a d'autres maisons comme Standhaven qui est spécialisée dans les mohair. On a Moon qui fait beaucoup de tweed. Voilà. Donc en fait, je pense que moi personnellement, j'aime bien les sociétés qui ont des tissus un peu avec des tissus un peu historiques et où ils ont une spécialité qui les représente. Là, et je pense que Fox avec la flanelle, Hardy Minis avec le fresco, c'est pas tout ce qu'ils font, mais ils ont quand même quelque chose où on peut dire Fox c'est la flanelle, même si c'est plein d'autres choses. Je pense que ça c'est comme le textile, c'est un domaine où les gens en fait on a une mauvaise connaissance du textile parce que déjà c'est compliqué, on peut pas s'intéresser à tout, et je pense que ça c'est vraiment important de mettre en avant le peu de marques un peu connues, comme le Liberty est connu, comme le Harris Tweed est connu, ou comme la Flannel Fox ou le Fresco peuvent être connus. En fait, il y en a très peu de tissus que le grand public pourrait un peu c'est clair. connaître. Donc ça, je trouve que c'est important. Et ça consiste en quoi alors d'être agent pour ces... Alors, en fait, on a... Il y a deux domaines. Il y a un domaine qui s'adresse plutôt aux boutiques. Donc là, on a les liasses de tissus qui sont renouvelées assez régulièrement. D'accord. Et ça, donc, on les présente à nos clients dans les boutiques. Et puis, eux, c'est toi qui les emmènes et qui les... Oui, alors en fait, on a au bout d'un moment, parce que quand ça fait longtemps, on a quand on travaille déjà avec les gens, après, ils reçoivent des nouveautés. Après, il y a des gens de l'usine qui viennent pour qu'on leur explique un peu les nouvelles qualités. Et puis on est là quand ils ont besoin d'informations. Les nouvelles qualités, c'est un terme, ça ? Oui, parce que par exemple, on va faire peut-être une laine qui fait 300 grammes, après il y en aura une autre qui fera 310 grammes avec un autre tissage, donc c'est un nouvel article, une nouvelle qualité. C'est un terme que j'entends uniquement dans le domaine du tissu, quoi. C'est vrai ? Ouais. Mais je pense que parce que aussi de dire que c'est un nouveau produit, c'est pas vraiment l'esprit. Enfin, moi, par exemple, ça me. C'est pas vraiment un produit en plus parce que c'est une matière première, donc c'est. Ouais, voilà. Et puis bon, c'est moins chic, quoi. Ouais, c'est une qualité. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu de suivre les clients, de leur proposer des nouveautés, de s'assurer que tout fonctionne bien, qu'ils aient accès à leurs ressources. Ouais. Et après, il y en a qui viennent ici aussi, j'imagine, non ? Je sais pas. Oui. Alors ça, c'est la partie où on est agent pour les boutiques. Ensuite, on est aussi agent, par exemple, pour Fox, on s'occupe de la production. Donc ça, c'est les gros volumes. Donc ça, c'est plutôt avec les maisons de couture. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec Dersfield Fine Worsted, par exemple, aussi, on s'occupe de ça. Donc si t'as, je sais pas, tu peux citer un client ou... Oui, on a des clients, c'est le groupe Kering, le groupe Kering, LVMH qui vient de voir et qui dit... Donc les marques, en fait, on les voit dans des salons où on va les voir, on leur montre des collections, ils font des sélections, de temps en temps. Et toi, après, ils te disent, je voudrais 1000 mètres de ça. Voilà, ou sinon ils me disent, il faudrait qu'on change ça, est-ce qu'on peut avoir une main plus douce, est-ce qu'on peut changer le motif, est-ce qu'on peut faire ça dans cette qualité. Donc il y a quand même un truc technique, quoi, là, dans...
Oui, alors on part toujours d'une base, et puis il y a aussi dans les usines qui tissent leurs produits, il y a toujours une équipe de designers textiles à qui on fait appel pour ces choses-là, parce que c'est eux qui ont tous les catalogues avec les fils. Donc si on veut changer une couleur, il faut qu'on ait le bon fil, ou il faut faut teindre le fil. Donc il y a... c'est quelque chose de... Au bout du compte, tisser, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir la bonne laine, le bon fil, la bonne teinture, et d'arriver à un résultat avec une main qui est intéressante et qui correspond à ce que le client recherche aussi. Et ça, c'est pas aussi industriel que ce qu'on pense, en fait. C'est-à-dire? Mais par exemple, chez Fox, pour les flanelles, les flanelles, c'est une serge, en fait, de laine qui est un peu, on va dire, foulée. Donc ça passe dans une machine, il y a beaucoup d'étapes, mais ça passe dans une machine où il y a une espèce de pales en bois qui vont un peu maltraiter la laine, ce qui fait que ça devient un peu plus duveteux qu'une laine d'été, par exemple. Et ça, pour avoir disons la flanelle emblématique de Fox, il y a quelqu'un qui touche de temps en temps, qui va toucher et qui dit ah bah non, il faut encore un peu, il faut arrêter là, il faudrait faire un peu plus vite, plus doucement. Donc c'est pas une machine où on dit ah bah voilà 10 minutes et ça va et on sort une flanelle. Donc ça c'est quelque chose dans les tissus ou à la partie anoblissement du tissu où il y a quand même une grande partie de savoir-faire qui est encore manuel, en fait, comme ça. Et ça, t'en avais conscience quand t'as repris Non, c'est en visitant des usines qu'on réalise vraiment qu'en fait c'est très compliqué, quoi. La teinture, c'est quelque chose de c'est terrible. Les choses, les couleurs sont affectées par un nombre incroyable de paramètres qui font que voilà, c'est dur. Il y a beaucoup d'éléments à contrôler et beaucoup d'éléments qui sont un peu incontrôlables. Et ça, c'est ça qui fait que c'est pas aussi simple, en fait, que ce qu'on pense. Ouais, donc finalement, avoir 10 000 pièces, 10 000 chemises de la même couleur, c'est pas si facile que ça, finalement. Non. D'avoir une continuité sur les couleurs, d'avoir une continuité sur la main, et après sur la résistance, ça dépend de plein de choses. Principalement parce qu'aussi la matière première, en fait, la laine, elle va aussi changer, en fait. Donc en fait, on part pas de la même base. Même si c'est un super 100 qui fait tant de microns, il va pas être exactement, ça va pas être le même écru que l'année d'avant, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose de c'est complexe, mais le résultat, il y a quand même un côté très traditionnel sur ce type de tissu qui est un peu merveilleux quand même. Ouais, c'est très... Ça sent l'artisanat, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'artisanat, mais avec des grosses machines. Avec des grosses machines, en grande quantité. C'est ça. Et donc, quand t'arrives et que tu reprends, tu fais quoi à l'époque que tu ne faisais plus aujourd'hui ou que tu continues à faire aujourd'hui? Tu veux dire dans mon travail de tous les jours? Ouais. Je pense... Qu'est-ce que je faisais à l'époque que je ne fais plus aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu fais et que tu fais toujours, mais c'était quoi, tu vois, le job à l'époque? À l'époque, disons qu'il y avait peu de mails, donc ça changeait pas mal de choses parce qu'on recevait des commandes par fax. Donc voilà, donc il y avait et puis disons qu'on avait une clientèle beaucoup moins variée parce que maintenant on a beaucoup de gens qui viennent acheter des tissus sur place, on a beaucoup plus d'étudiants, on a beaucoup plus de productions de cinéma ou de théâtre qui viennent. Et du coup, c'est vrai qu'avant, c'était plus comme une mono-activité, tandis que maintenant, on fait beaucoup de choses assez différentes. Et ça s'est développé au fil du temps Oui, parce que à un moment donné, on a eu plus d'étudiants, donc on a développé ça en leur faisant une remise. Après, on a essayé de
d'amener plus de produits de mercerie qui étaient plus pour le féminin. Après, on a développé des partenariats pour vendre du fil Gutterman, qui est un peu ce qui se fait de mieux en fil. Donc ça nous a ouvert d'autres portes. Donc voilà, pour les tissus, c'était pareil. On travaillait pour une société qui est donc Huddersfield Fine Worsted. Après, comme on a travaillé avec eux, il y a d'autres gens qui nous ont demandé de travailler pour eux. Et puis après, on essaye de... là, on a une clientèle assez importante pour les productions de cinéma. Donc, de temps en temps, ils cherchent du trench. Alors maintenant, on a trouvé des fournisseurs de trench. On a, je sais pas, du coton ciré. Parce que on essaye de... L'idée, c'est quand même que les gens viennent et qu'on trouve... une solution pour leur problème. Une solution, voilà, c'est ça. Et du coup... Et non, mais donc tu fournis les tissus pour des gens qui font des costumes, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup. Ouais, ok. Ils viennent chercher aussi peut-être cette petite collection là. Alors, je suis assis au pied d'une montagne de tissus, enfin de rouleaux de laine, hein, c'est ça, hein. Ouais. On appelle ça des rouleaux? Non? Ouais. On appelle ça comment, des rouleaux? Alors, je pense que comme on n'est pas dans un entrepôt, du coup, ils sont dossés. Ce qu'on appelle dossés, c'est qu'ils sont pliés en deux. Ouais. Et ils sont roulés sur une planchette. Donc, ils sont dossés et roulés sur une planchette. C'est ça. Et oui, parce que là, ça fait quoi? Ça fait un mètre de profondeur et ça doit faire... Bah ouais, en fait, les rouleaux, la laisse de tissage traditionnelle, c'est environ 150 cm, donc 1,50 m. Donc c'est la hauteur du tissu. Et donc là, c'est plié en deux, donc ça fait environ 75. Ça nous permet de mieux manipuler les pièces et puis aussi de pouvoir les stocker facilement, sinon c'est impossible. Et donc là, il y a des stocks avec des étiquettes qui ont l'air tout à fait antiques. Oui. Et ça, c'est juste pour le fun ou ils sont vraiment antiques? Non, alors du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on faisait des collections de tissus. Donc on achetait des pièces... et on faisait des liasses et voilà. Et après on les vendait au maître, au tailleur. Et on s'est jamais séparé des fins de collection. Donc en fait, mon grand-père, comme on avait de la place et que c'était des tissus il considérait qu'ils étaient, il les adorait, quoi. Il les aimait, il les avait achetés et il détestait les gens qui venaient déstocker, qui proposent d'acheter au kilo, comme si c'était rien en fait. Et pour lui, ça a jamais été... mon grand-père, c'était un immigré arménien, il a une vie pas du tout facile, et du coup, je pense que c'était quand même le fruit de son travail, et il avait pas envie que quelqu'un lui dise ça vaut rien, je te le reprends pour 2 €, il préférait les garder. Et du coup... c'est ça qui a fait que maintenant on est une des seules boutiques au monde de tissus à avoir des tissus d'époque qui sont traçables. Donc on a nos livres d'archives qui sont derrière toi. Les et grands du coup grimoires, dedans c'est tout le répertoire de tous les tissus qui sont dans la boutique. Donc on sait d'où ils viennent, quand ils ont été achetés, qui les a tissés et qui les a achetés au fil du temps. Ah ouais. Et les plus vieux tissus datent de quand? Alors, on a une petite série de laine et mohair qui date des années 40 après la guerre, donc ils sont de 48. Ça, c'est ceux qui sont les plus anciens, où on peut montrer, enfin, c'est quelque chose qu'on peut montrer, quoi. Ouais. C'est une réalité, quoi. Après, il y en a peut-être qui sont plus anciens, mais nous, on se base sur les étiquetages ou ce qui a marqué dans nos archives. Donc il y a des tissus qui sont de temps en temps plus anciens, mais nous on prend les dernières dates connues. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait il faut quand même qu'il y ait une rigueur dans si on dit que c'est un tissu ancien, il faut qu'on puisse montrer qu'il est vraiment ancien. Sinon en fait on peut aller n'importe où dans le monde, dans une boutique, chez un vieux tailleur et prendre 3 coupes de tissu. Et effectivement, c'est des tissus vintage, mais leur valeur, elle est plus émotionnelle que réelle, parce qu'en fait, on peut pas vraiment savoir de quand elle date, d'où ça vient. Et qu'est-ce que, justement, donc comme tu as la référence de ces tissus anciens avec ceux que tu reçois aujourd'hui, et tu peux faire des comparatifs, tu vois, c'est quoi les grosses différences?
entre des tissus d'avant et des tissus d'aujourd'hui? Bah, je pense qu'il y avait... c'est surtout... Il y a beaucoup de... Dans les tissus anciens, ils utilisaient beaucoup plus de fils différents, donc il y en a beaucoup qui ont des couleurs... c'est un peu plus complexe, donc des mélanges de fils, des marrons, où il y a 4-5 marrons, un peu d'orange, dedans, donc qui font des tissus un peu plus profonds que ce qu'on voit assez souvent. Parce que quand on fait des tissus, ou on fait un tissu grège et on le teinte en pièces, donc on prend la pièce de tissu, on la teint, et donc ça fait quelque chose de plat comme un bleu marine. Après, on peut tisser aussi avec un fil noir et un fil bleu, par exemple, ce qui va donner un petit peu plus de relief. Ou sinon, on peut avoir faire du fil avec beaucoup de fils de couleurs différentes. Et du coup, ça fait un mélange de couleurs. Et ça, on le voit plus dans les tissus d'époque, en fait. Donc potentiellement, le gars qui s'était fait un costume en 1960 chez ton grand-père, il revient ici, il peut se refaire le même avec sur certaines références, c'est vrai qu'on en a qui sont quand même assez anciennes et qu'on peut retrouver. Alors nos livres d'archives, il y a pas vraiment une date où ils commencent. Donc je pense qu'avant il y en avait et puis bon ils sont juste plus là. Mais ceux qu'on a là, on a quand même des tissus anciens. Donc de temps en temps ils étaient dans une collection et puis après on les a basculés dans une nouvelle collection. Donc on les retrouve plusieurs fois avec des numéros différents. On fait un peu le... Ouais, mais... il est passé dans une nouvelle collection pour dire ah tiens c'est nouveau ouais, parce qu'on l'avait pas vendu dans l'ancienne, donc on avait fait je sais pas la Diplomate 2 et ça s'était pas vendu, on l'a mis dans la 3 quoi. Mais ça c'est quelque chose d'assez courant chez les drapiers. Non, après les différences c'est des mains qui sont ou plus sèches ou un peu étonnantes qu'on voit moins. Il y a un côté où c'est... Ou sinon, on voit un tissu ancien, on peut pas imaginer qu'il soit aussi doux, alors que on associe plutôt les tissus fins et doux à quelque chose de plus moderne, alors qu'en fait ça existait il y a pas mal de temps. Ouais, après on n'avait peut-être pas le même usage, pas le même... Ouais, et puis surtout, il y a des choses marrantes, c'est qu'on a par exemple pas mal de poly-laine. Ah ouais. Et ça, en fait, c'est pas parce que... Donc avec une fibre laine et une fibre polyester. C'est ça, ouais. Alors à l'époque, ils appelaient, comme c'était quand même des tissus de bonne qualité pour les tailleurs, ça s'appelait, ça avait toujours des noms rigolos comme Terry laine, Trevira, ça s'appelait pas polyester quoi. Et en fait, c'était parce que à l'époque à Paris, il y avait peut-être 1000 tailleurs. Le prêt-à-porter, c'était pas du tout développé. Les gens, ils achetaient leur tissu, ils l'amenaient chez le tailleur, c'était leur manière de s'habiller. Donc ils avaient besoin de pouvoir laver leurs pantalons, ils avaient les mêmes contraintes qu'on a aujourd'hui quand on veut un jean, ils les avaient avec leur costume en fait. Donc du coup, c'est pour ça que les matières comme ça, ou des poids plus lourds, ou des tissus avec des mains beaucoup plus, plus lourdes ou plus denses, c'était parce que les gens ils portaient ça et que... Donc on a un usage plus raffiné du costume aujourd'hui. Ouais. Oui, parce clairement. que... à l'époque c'était notre uniforme, donc les gens ils portaient ça, c'était une obligation et de temps en temps il fallait le laver à la maison. Il fallait que le pantalon il tombe bien, on n'avait peut-être pas le temps de le repasser, donc les polylaines ça tient super bien. Non. Et donc il y a toujours des gens aujourd'hui qui viennent t'acheter ce genre de tissu? Oui, alors on a grâce à Instagram, on a des gens qui sont intéressés par nos tissus anciens, donc on a mis pas mal de photos au fur et à mesure du temps, et puis du coup les gens nous connaissent un peu pour ça, et il y a dans la niche des gens qui veulent, donc c'est quand même c'est très niche, hein. Ouais, c'est une niche dans la niche. Les gens qui veulent acheter leur tissu. Mais bon, en vrai, t'es tout seul, ça va. Voilà. Non, en fait, à l'époque, les gens, c'est comme ça que ça fonctionnait. On allait chez le drapier, on achetait son tissu, on l'amenait chez son tailleur. Et avec le temps, ça s'est comprimé dans le tailleur fait tout. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, nous, on a des gens du coup qui cherchent un tissu ancien parce qu'ils veulent quelque chose d'unique. Et du coup, ils nous contactent, on envoie un échantillon, une photo. Voilà. Et ce qui est important de dire par rapport à nos tissus anciens, je pense, c'est
c'est ça qui fait leur valeur, c'est que nous, on n'en achète pas. Donc ça veut dire que c'est pas notre activité principale. Et une fois qu'il y en a plus, il y en aura plus. Je vais pas essayer d'en trouver à droite à gauche parce que c'est un stock fini. C'est un stock fini, voilà. Ouais. Donc c'est à la fois. Et là, tu penses que tu peux tenir encore combien de temps avec ce stock? Bah, au rythme où tu vas. Ouais, comme c'est pas c'est plutôt une petite partie de notre activité qui est plus quelque chose de. Ouais, c'est pas. C'est quelque chose de très sympa avec les gens. Ils cherchent quelque chose de spécial. On passe du temps avec eux. On les rencontre de temps en temps. Ils trouvent rien dans nos tissus anciens et on a des choses qu'on peut commander. Ou l'inverse, de temps en temps, il y a des gens qui veulent commander quelque chose et puis ils ont un coup de cœur sur un tissu. Mais je pense que c'est la partie fun de montrer aux gens des choses, des gens qui veulent découvrir, je sais pas, un autre type une autre approche, de venir boire un café, on regarde des tissus différents, je leur montre des vieux tissus, des nouveaux. Enfin voilà, c'est une partie conviviale, on va dire, dans le travail. Ouais, il y a un côté un peu guide aussi. Toi, tu fais un peu visiter, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que les gens, quand ils rentrent, ils sont curieux, parce que c'est vrai que il y a peu d'endroits, c'est comme qui sont comme ça. Parce que nous, franchement, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que si vous avez l'occasion de passer dans le... on est rue d'Uzès. Hein. Rue d'Uzès, ouais. Rue d'Uzès, au combien? Au 11. 11 rue d'Uzès. On peut dire aux gens de passer. Hein. Oui, avec grand plaisir. Ouais, grand plaisir, vous allez voir. Virgile est sympa. Mais ouais, c'est un endroit atypique, quoi. Oui, parce que c'est une draperie et puis on n'a pas le sol est d'époque, on a une belle verrière, donc c'est vrai que c'est étonnant comme endroit. On a de la chance d'être ici depuis tant de temps et puis c'est comme quand on rentre, je sais pas, dans une ancienne pharmacie, ça fait, il y a un peu ce côté-là, quoi. Ouais. Ça, Mais du coup, toi, ton goût pour ça, il s'est créé au fur et à mesure, quoi, finalement. Oui, parce qu'après, c'est vrai que avec le temps, en travaillant pour différentes sociétés, en connaissant les tissus, c'est quelque chose qui met du temps, en fait. Mais c'est marrant de vouloir reprendre quelque chose d'une société comme ça, aussi familiale. Bon, ça a l'air d'être une société familiale, mais bon, en même temps, t'avais pas non plus un affect énorme, pour cette société. Non, pas du tout. Non, pas trop. Mais donc, tu te dis, tiens, je vais reprendre ça. C'était vraiment parce que t'avais envie de le reprendre, t'as eu une espèce d'attraction qui t'a un peu, comment dire, un second sens, comment on dit d'ailleurs, tu vois, une envie, quoi, qui vient d'ailleurs, quoi, tu vois, où vraiment je pense que c'est une attraction, tu vois. Je pense que c'est quand même un mélange avec, quand c'est des affaires, c'est quand même des affaires de famille, donc il y a toujours il y a un mélange entre le fait que la société m'a plu, il y a le fait que mon grand-père était âgé, il y a le fait qu'il fallait en faire quelque chose. Donc il y a beaucoup d'éléments différents, quoi. Mais on t'aurait pu te dire, bon bah ok, j'y suis pour rien. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est assez marrant parce que j'ai rencontré il y a quelques mois un des Saltiel, donc de la famille à qui appartenait la société avant. Et lui, environ à mon âge, son père lui a dit, est-ce que tu veux pas venir travailler avec moi? Et il est venu et il a fait le même constat que moi, mais 20 ans plus tôt, et il a dit non, je veux pas faire ça. Et il est parti à Londres, il travaille dans la finance. Et du coup, c'était marrant de lui parler parce que il m'a dit, quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais il y aura plus de tailleur, je vais pas faire ça. Et moi, je m'étais dit ça. Donc toi, tu t'es dit ça, mais tu y allais quand même. Oui, je sais pas, c'est peut-être aussi, il y avait... T'as aimé le challenge? Je pense qu'il y avait aussi tous les collaborateurs qui étaient là depuis longtemps, donc il y avait un côté où je me disais, il faut aussi que ça continue, parce que j'avais mon collègue James qui a toujours travaillé ici. Je sais pas, je pensais peut-être que c'est un peu un côté d'avoir un devoir envers les gens qui ont travaillé là longtemps, je sais pas. J'avais un mélange de choses différentes comme ça. C'est marrant ça, parce que ouais, c'est rigolo comme approche.
Oui, mais parce que en fait, T'as fait ça de manière commerce, instinctive, c'est peut-être plus ça que je voulais dire tout à l'heure, Ouais. c'est plus par instinct. Ouais, je pense qu'il y avait différents paramètres qui ont, voilà, qui ont fait que j'ai continué, quoi. Et puis, Ouais. euh, et voilà, puis comme à chaque fois quand on a une entreprise, on le regrette de certains jours et d'autres Ouais, jours et on le d'autres, regrette pas. Et c'est un espèce de, c'est compliqué. Mais oui, oui, euh, il y a, je sais pas, c'est dur à décrire. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais euh, c'est la décision que j'ai prise à l'époque. Je Ouais. pense que c'était peut-être une demi-décision puisque j'étais là, mon grand-père est décédé, donc ça a continué. Et Ouais. puis du coup, on continue. Et voilà, c'est pas pareil quand on crée son entreprise. Effectivement, quand on reprend quelque chose, c'est une autre. Ouais, il C'est y a différent. un passé, il y a un Ouais, passif, il y a des manières de faire, il y a des méthodes, il y a les gens qui sont là. Enfin, c'est ça. Et puis, t'es comme un lien entre l'avant et l'après, quoi. ouais, et puis en même temps, c'est quelque chose, c'est une pression que je me mets tout seul parce qu'en fait, personne m'a rien demandé. Ouais, En c'est fait. ça, Donc ouais. c'est ça T'as pas qui été est... Non, l'élu. moi, c'était du coup mon grand-père, c'était du côté de ma mère. Mhm. Ma mère, elle avait travaillé ici, elle avait détesté travailler là. Enfin, Ah elle ouais. me disait presque, bon, bah, donc j'avais zéro pression pour faire ça, mais bon, voilà, ça Ouais, s'est t'as fait. pas été découragé ou par tes parents. Non, 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 mais, ni encouragé, ni découragé. C'était mes parents C'était qui m'ont toujours dit relativement tu fais ce que neutre. tu veux. Ouais. Il y avait pas. Mais c'est vrai que bon, il y a. Je ouais, ça s'est fait comme ça. Et en fait, ça a été dur, mais voilà. Plusieurs années plus tard. Ouais, c'est toujours. Voilà. En Donc fait, toi, t'as vu le paysage un peu changer, des, des tailleurs disparaître ou justement une nouvelle économie un peu se mettre en place avec des nouvelles marques, avec une sorte de petite révolution industrielle qui s'est passée dans la mode. ouais, bah surtout les tailleurs qui ont. Déjà, il y en avait pas beaucoup en 2009, Ouais. 10. Enfin, il y en avait plus, mais il y en avait pas énormément. Et puis, des boutiques de demi-mesure, il y en avait quand même pas mal déjà à l'époque. Ouais. Euh, Après, c'est plutôt vers 2000, peut-être il y a 10 ans, où ça a vraiment commencé Ouais. où il y a beaucoup de boutiques qui 2012. se sont ouvertes. Ouais. Ouais. Énormément de boutiques qui se Bah, sont ouvertes. ça a été concomitant un peu avec moi le blog, tu vois, Ouais, avec une espèce de renouveau, de regain d'intérêt pour la chose sartoriale, comme ouais, certains disent, pour le costume, justement avec la demi-mesure, avec une certaine démocratisation des moyens de production, justement de demi-mesure, avec Formance, Atelier des créateurs, tout ça, enfin tous ceux qui ont fourni des outils un peu clés en main pour fabriquer des costumes demi-mesure, quoi. ouais. Je pense que Alors, ça a été un peu ça le regain aussi. Parce que ouais, puis il des y a. jeunes tu peux te mettre demain, moi si je veux faire du costume demi-mesure, j'ai un pas de porte, même pas, tiens, dans des appartements. Tu dis que tu fais ça, tu prends des mesures, t'envoies tes mesures et t'as tes liasses que tu récupères gracieusement. Non, tu les vends, toi, les liasses, ou non, vous les donnez Non, ou... non, il y a des. Elles sont. Effectivement, elles sont pas. C'est pas quelque chose qui est. On les fait pas payer pour les boutiques. Mais tu vois, tu peux récupérer ça et hop, Ouais. tu ouvres une... Après, il y a quand même des contreparties on essaye de voir un peu. Il y a des gens qui ont beaucoup de liasses où on fait rien avec eux, donc bon, on essaye Ouais, de. tu te dis... Ouais. Non, non, parce que c'est en c'est fait. pas une collection de tissus, quoi. Non, et ça coûte super cher en fait. Ouais. Ouais. Les usines avec qui on travaille, c'est des budgets, ils sont énormes pour faire des gammes comme Ouais. ça. Mais oui, oui. En Faire fait, des petites- je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé, qui étaient pas du tout dans. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui se sont dit on va faire de la demi-mesure en fait. Ouais. Comme il y a beaucoup de gens qui avant qui décidaient d'ouvrir des gîtes à la campagne Ouais. parce qu'ils en avaient marre de travailler à la défense. Donc il y a je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui venaient pas du tout de cet univers qui se sont lancés et qui ont changé un peu la manière dont on accueillait les clients, dont on présentait les choses. Donc, qu'on essayait de moderniser un peu la demi-mesure pour que.
et ça a quand même bien marché parce que maintenant l'offre elle est quand même super quoi. Ouais, au final, on se retrouve aujourd'hui Ouais. à retrouver un peu une offre correcte ou si tu veux te faire un costume dans un tissu que t'aimes avec des finitions, des détails. Enfin, je trouve que ouais, même la qualité globale de ce qui sort de ces ateliers, enfin du moins de ces boutiques de demi-mesure, c'est pas des tailleurs. Hein. D'ailleurs, ils se revendiquent pas comme tels, sauf certains un peu grande gueule quoi, qui vont faire croire que c'est des tailleurs, mais la plupart disent non moi je suis pas tailleur, voilà, c'est de la demi-mesure. Mais la qualité elle est plutôt bonne quoi, avec des détails plutôt intéressants, avec ouais, et puis il y a quand même beaucoup d'usines différentes qui font des styles différents. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis il y en a quand même je pense qu'à tous les budgets, on peut quand même bien s'habiller quoi. Ouais. Avoir un beau costume. Alors toi tu fais un peu de confection aussi à la marge, mais de temps en temps tu fais quelques petites collabs. Enfin, on avait fait la veste ensemble. Oui, il y avait ça. Bon, ça c'est vrai que c'était avant le Covid, alors c'était pas le meilleur moment. Mais bon, ça, il faut que je le relance un peu différemment. Mais oui, ça, je trouvais ça intéressant de faire. C'était avec 100 Ends, qui est une usine en Inde, donc de faire D'ailleurs, j'avais pas l'info sur le fait que tu avais habité en Inde, enfin du moins vécu en Inde. Bah, tu vois, au moins ça ouais, c'est vrai. Tu retournes un peu à tes. Je suis content quand je vois le Akshat là, qui s'occupe, qui a cette usine. Du coup, c'est vrai que c'est toujours. Il y a un truc, c'est un peu la maison pour moi, d'une certaine manière. C'est dingue. Je suis au cœur de. Tu parlais, non, j'imagine qu'il y a plein de langues en Inde, non? Ils ont... Oui, énormément. Ouais. Non, la taille du pays. Non, en fait, je crois que comme j'ai appris assez tôt à parler anglais, après, c'est une mauvaise idée. Faut pas apprendre l'anglais en premier parce que après ça. Après, ils parlent assez bien anglais aussi, donc. Ouais. Mais oui, donc ça, c'était quelque chose qu'on avait lancé. Qui était du made to order en fait, pas du tout du sur mesure, où les gens, l'idée c'était qu'ils viennent choisir un tissu et qu'après. Si le modèle leur plaisait, on leur faisait une veste avec une qualité de fabrication qui est quand même très élevée, parce que nos tissus moi je me dis bon, un tissu ancien il faut qu'il soit vraiment bien fait, parce que sinon c'est un peu, enfin bon, c'est un peu, je trouvais ça dommage de voilà. Mais il a traversé le temps, vaut mieux lui faire finir lui faire continuer son existence de manière honorable quoi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que peut-être il faut que je refasse ça, mais de manière un peu différente. Donc je suis en train d'y penser. Ouais. Mais c'est intéressant de pouvoir montrer les tissus. Ici, je demande toujours aux usines avec qui on travaille de nous envoyer des vestes. Ouais. Donc derrière toi, il y a beaucoup de vestes qui sont ou à moi ou des vestes de présentation. C'est une bonne technique pour avoir des vestes, Virgile. C'est une très bonne technique, mais malheureusement, on voit toujours du 50 alors que je fais du 52. Ah bah. Mais appel aux usines, envoyer des vestes en 52. Et je me dis toujours, si je leur demande du 52, ils vont me dire non, parce qu'ils vont se dire que c'est pour moi. Mais ouais. Et du coup, de montrer une qualité, en fait, je pense que les motifs, c'est moins important, parce que... Je dis que c'est pour faire essayer aux clients et que c'est plus facile. Mais je pense que... là, par exemple, c'est le fresco original de 1907, donc c'est un 3 plis 430 grammes, qui est très lourd. Donc ça, c'est quand on le voit sur la gamme, ça n'a rien à voir avec le fait de le voir en veste, juste pour voir le drapé et le tombé. Ce matin, j'étais chez les francs-tireurs, que tu connais un petit peu, Yves. Et c'est vrai que je lui disais, il y a certains, pour avoir fait un peu les salons de tissus, première vision, etc., il y a certains tisserands qui présentent leurs tissus sur des cintres avec, surtout les japonais d'ailleurs, avec des grandes... des tirelles, tirelles. Voilà. Et ça, je trouvais ça cool parce que tu peux voir le tissu, alors que les bouts dans les liasses, c'est difficile. De liasses, tu vois mal la couleur, je trouve. Enfin, tu vois mal tu vois une certaine couleur, mais bon, une fois qu'elle est en veste ou une fois qu'elle est en costume, c'est plus du tout la même chose, quoi. Ça fait plus clair, plus foncé, plus... Le costume, ça fait toujours une plus grosse masse dans ton champ de vision que la mini c'est ça. Carré de tissu. Alors que là, quand c'est présenté en veste, c'est cool, quoi. Ouais.
je pense que c'est très important d'avoir au moins les qualités principales. C'est pour ça qu'on a une Flannel Fox, on a les 2 frescos, on a des choses comme ça pour que les gens se rendent compte. Et après, qu'ils choisissent une couleur ou un motif, au moins ils vont avoir une idée de comment va tomber leur costume. Bien sûr, ça dépend des ateliers, ça dépend du style, et plein de choses, mais au moins, nous, je pense que c'est un bon outil pédagogique. Et il y a des gens qui rentrent ici et qui sont un peu subjugués, quoi. Parce que quand tu rentres ici et que tu vois comme ça tous ces tissus, je pense qu'il y a des... typiquement, ma mère, elle serait folle ici, tu vois. Elle adore le tissu, elle adore coudre, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent qui doivent passer du temps comme ça, un peu... Ouais, on a plein de... Il y a des gens qui viennent pour... Alors c'est marrant parce que c'est vraiment je pense que c'est comme ça dans tous les commerces, mais nous, comme on a énormément de produits, donc ça veut dire que si on prend tous nos tissus anciens et toutes nos liasses de tissus, c'est des milliers de choses en fait. Ouais, c'est des milliers de références. De temps en temps, on a des gens très sûrs d'eux qui disent oui, je veux un bleu, quoi. Et du coup, c'est un peu le bleu, on en a, je sais pas, 200 quoi, ou 250. Donc voilà, après il y a des gens qui viennent. Juste le bleu. Et encore, je pense 250, marine. Ça se trouve bleu marine, quoi. Tu vois. Après, si tu veux un bleu roi, là, ça doit être. Donc du coup, on a et c'est marrant parce que de temps en temps, on a des gens, ils trouvent jamais, quoi. Ils veulent un gris, ils le trouvent pas, quoi. Dans ce qu'on a. Tu penses que ça relève pas un peu de une forme de déficience psychiatrique? Non, mais parce que tu te fais une idée dans ta tête d'un objet, en fait, d'une couleur, d'un rendu et qui n'existe pas, quoi. Enfin, non, et puis en plus c'est compliqué parce que souvent les gens ils voient des photos sur Instagram ou sur Internet qui sont complètement retouchées, donc les couleurs elles sont fausses, donc du coup il faut essayer de trouver quelque chose en leur disant là en fait ils ont probablement bien retouché l'image, donc elle doit être un peu plus claire. Mais moi je dis toujours, j'ai eu pas mal d'expériences de tailleur, j'ai fait pas mal de costumes demi-mesure et ça m'est donc souvent arrivé d'être en train de faire un essayage, parce que en général tu fais 2 essayages, donc t'imagines j'en ai fait plusieurs, donc ça fait au moins une vingtaine ou une trentaine d'essayages, tu vois. Et donc, tu te retrouves à faire des essayages et à être avec d'autres personnes qui sont en train de chercher un costume. Et ça m'est arrivé tellement de fois d'avoir un gars qui est avec un ami ou sa femme, parce que c'est souvent des costumes de mariage, et qui est en train de chercher son costume, son tissu dans une liasse. Et moi, je sors de la cabine d'essayage et le gars fait... Ah, celui-ci, il est pas mal. Et en fait, une fois que tu le vois comme ça, monté en costume porté, tout de suite, tu te projettes, quoi. Et le rendu, il est clairement le même. Je pense que le plus dur quand tu arrives dans un endroit comme ici, c'est de se projeter, quoi. C'est d'arriver c'est impossible. Je sais même... Ou avoir une vraie expérience, une vraie expertise de tailleur, c'est-à-dire d'avoir... c'est comme un œnologue ou comme un maître de chez, tu vois, qui va savoir qu'en associant ces différents vins ensemble, on va réussir à faire une bonne bouteille dans 15 ans. Ah oui, le millésime 95, on avait fait un bel assemblage. Moi, j'ai toujours trouvé ça dingue, Louis XIII, tu vois, le cognac. Le Louis XIII, c'est des assemblages d'eau de vie qui ont, je crois, la plus jeune doit peut-être avoir, je sais pas, genre 30 ans ou 40 ans. Enfin, tu vois. C'est ce qu'on boit depuis tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Et ça, tu te dis que la personne qui a fait l'assemblage à la base, il va peut-être même pas déguster le breuvage qu'il aura fabriqué, tu vois. C'est comme ceux qui construisaient les cathédrales. Ouais, exactement. Jamais voir la fin. Donc t'imagines se projeter dans ta tête en disant je vais faire ça, mais et ça va donner ça, tu vois. Et ça, c'est extrêmement dur. Ça nécessite des années d'expertise, tu vois. Et tu vois, ce matin, en discutant avec Yves, je choisis un tissu dans l'Alias et que je trouvais très très beau, pas trop blanc, bien. Enfin, tu vois, c'est pour un mariage, donc j'ai pas non plus envie de faire costume blanc, robe blanche. Enfin, tu vois, ça fait un peu. Et il me dit ça, honnêtement, tu vas le mettre en costume, tu vas le trouver blanc. Et donc, tu vois, ça, c'est son expertise, c'est son œil du gars qui a fait, je sais pas, genre des centaines, voire peut-être des milliers de costumes, qui te dit, non.
Bien sûr. Et ça, l'œil, pour l'avoir, c'est pas... Non, et puis en plus, c'est encore plus dur avec les tissus anciens parce que souvent, les gens, ils veulent quelque chose avec un motif. Donc en fait, il faut avoir déjà fait, je pense, pas mal de... Genre, si quelqu'un vient et me dit c'est mon premier costume, je voudrais un costume, un tissu ancien, je vais lui dire non, mais c'est pas la bonne... c'est pas le bon choix, quoi. D'abord, il faut faire... faut faire un peu des choses plus classiques, quoi. Ah ouais, t'orienterais comme ça en disant fais ton bleu marine ou fais ton gris. Oui, ou fais une veste en tweed, ou fais quelque chose. Enfin, souvent, on flanelle, le voit quand les gens viennent. Voilà, fais une veste en flanelle ou quelque chose qui va avec la manière dont ils sont habillés, en fait. Quelqu'un qui passe sa vie en jean, de lui faire un costume 3 pièces, il va jamais le porter, en fait. On passe pas. C'est difficile de passer on s'habille d'une certaine manière, on est habitué à le faire et de changer complètement, d'acheter les bonnes chaussures qui vont avec, la chemise, la cravate, c'est quand même un gros boulot, quoi. Donc il vaut mieux, je pense, faire ça étape par étape. Et donc du coup, c'est pour ça que souvent on dit, on l'a lu partout, qu'au début il faut faire un peu les costumes, un bleu, un gris, mais ça a du sens en fait. Et c'est quoi ta vision, toi, sur l'usage du costume aujourd'hui ? Tu le portes ? Alors moi je porte tout le temps une cravate et une chemise et une veste, à part quand... et un jean. Et un jean ou des pantalons, ça dépend. Mais c'est vrai que le jean, c'est un peu utilitaire parce qu'ici, quand même, je manipule des tissus, je prépare des trucs, donc on s'accroche pas mal. Et puis aussi parce que... c'est un peu salissant comme univers. C'est un peu salissant comme univers, et aussi parce que je sais pas, les jeans, j'aime bien les jeans, donc... Et t'as le même souci du tissu pour le jean que pour le reste ? Ouais, c'est surtout... En fait, pas à la base, non. Mais après, je trouve que quand on a un beau jean, celui-là, il vient de chez Super Stitch, j'ai vraiment vu la différence. Enfin, tu l'as bien poncé, lui. Hein. Ah ouais, moi, je l'ai écouté. Donc, il m'a dit... lave-le. Il faut vraiment que tu le... Moi, c'est un The Workers Club et c'est pareil, je les lave pas comme un... Non, moi j'ai suivi, puis maintenant je le lave constamment, mais là il faut que j'en ai un autre. Ça sera celui pour le week-end, il est trop patiné pour aller avec, il commence à être un peu trop usé, mais oui, c'est c'est quelque chose... Puis je pense que de pouvoir mettre une veste et une cravate avec un jean, je trouve que c'est quelque chose qui est plus... c'est plus moderne. Je trouve qu'il y a un côté où c'est la vie aujourd'hui, elle fait que les gens, ils vont prendre le métro, ils vont prendre leur vélo. C'est difficile de mettre une flanelle ou c'est difficile peut-être de mettre un pantalon de costume tous les jours. Et donc, la veste un peu sport... faut avoir un lifestyle un peu particulier pour être en costume complet tous les jours, faut avoir, je pense qu'il faut avoir un lifestyle un peu particulier, comme tu dis. Et justement, tu te dis pas que... Enfin, comment ça... D'ailleurs, toi qui as des insights un peu en termes de production et de vente, en termes de vente de tissus pour costumes, c'est stable dans le temps ? Enfin, c'est stable depuis toutes ces années ? Ou ça décroît Alors, moi, je vois par rapport aux sociétés avec qui on travaille, mais comme on est en concurrence avec d'autres gens, quand on en vend plus, est-ce que c'est parce que tout le monde en vend plus ou c'est moi qui fais mieux mon boulot ? Non, je pense que le costume, en général, c'est dur à dire. Après, en demi-mesure, c'est quand même beaucoup de mariages. Je pense que là où c'est dur à développer, c'est le costume business, quoi. Tout ce qui est business, et après, tout ce qui est... moi j'y crois vraiment, c'est tout ce qui est la veste comme la veste en tweed qu'on met, genre comme on mettrait un blouson en jean, en fait. C'est ça, moi c'est quelque chose où je me suis toujours dit que c'était... Faut que ça reste simple à l'usage. Oui. Que ça soit pas un... parce qu'en fait, c'est un peu... Moi, au début, je m'habillais pas du tout en costume. Je m'habillais ultra mal et ça m'intéressait pas du tout quand j'avais 19-20 ans. Et après, avec le temps, donc j'ai commencé à travailler ici et je me suis... Pendant des années, j'étais mal habillé. Tout était
voilà, je sais pas, j'avais fait des costumes qui m'allaient pas. Enfin, je crois que j'ai fait toutes les galères des vêtements. Et puis bon, bien sûr, comme c'est le domaine dans lequel on travaille, c'est là où on est le moins bien habillé. Souvent, enfin, voilà. Mais il y en a pas un qui t'a dit bon, attends, Yves, on va te faire un costume. Non. Et après, avec le temps, j'ai réalisé ce que j'aimais bien, les vestes un peu napolitaines, que j'aimais bien je sais pas, les pieds de poule, que j'aimais bien les. Donc et puis après, bon ben voilà, maintenant je suis content de la manière dont je m'habille, quoi. Mais ça a mis vachement de temps. C'était pas du tout. Il y a des gens, ça paraît très naturel. En fait, c'est assez compliqué. Je pense pas. Moi, je pense que c'est un peu justement un peu une quête, le style. J'ai toujours perçu ça comme ça. On croit toujours en regardant les autres de dire oui, mais lui, il a un style inné, etc. Mais en général, cette personne-là, elle est passée par une certaine étape. Enfin, elle est passée par certaines étapes. D'appréhension du style, de son propre style, de ce qu'on aime, en même temps ce qui se fait, pour à un moment avoir un style à maturité, quoi. Ouais. Mais ça arrive pas. Enfin, il y a des gens pour qui je pense que c'est plus inné que d'autres, mais ça prend quand même du temps, quoi. Ouais, ça prend du temps. Et puis il y a plein. Après aussi, c'est compliqué parce qu'il y a des choses où on est. Nous, on trouve que c'est génial, ça nous plaît à nous. Mais en fait, il y a des choses genre où ça nous plaît à nous, mais les autres, ils comprennent pas. Moi, j'aime bien les Shaggy Dog, les pulls qui sont faits en laine, là, tu sais, avec plein de bouloches. Il y a plein de gens, ils me disent, mais pourquoi tu mets ça? Il est bouloché, ton pull, achète une tondeuse, quoi. Donc c'est ça, il faut aussi, je pense qu'avec le temps, on s'en fout un peu plus de ce que pensent les autres, et c'est à ce moment-là où c'est plus facile de s'habiller, je pense. Que on est peut-être un peu moins influencé, quoi, par ce que vont penser les gens, quoi. Et c'est quoi la partie la plus cool de ton job aujourd'hui? C'est genre le cinéma, le théâtre, des trucs comme ça, ou c'est... Je pense, non, la partie vraiment la plus cool, c'est de rencontrer des gens différents ou comme tu dis, pour le cinéma ou le théâtre, parce qu'il y a un projet spécifique et c'est telle époque et il faut trouver des tissus qui matchent, et ça, c'est des trucs très différents parce que ça peut être des séries comme des films futuristes ou ouais, donc il y a quand même pas mal de... C'est quoi, genre une demande? Genre, non, ça peut être, je sais pas, pour un espèce de baroudeur dans un monde post-apocalyptique, ça peut être... et alors là, il va te dire, bah, il est habillé... Un biopic de quelqu'un de célèbre qui, je sais pas, qui dansait, qui chantait, qui a besoin d'un tissu. Donc il y a pas... Ouais, c'est un peu tout, quoi. Et ça, et à chaque fois, t'arrives à... Bah, on essaye, ouais. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est comme c'est des relations à long terme qu'on a avec tous nos clients professionnels, l'idée, c'est que c'est qu'en fait, on les aide à trouver ce dont ils ont besoin. Si c'est pas ici, mais qu'on sait que c'est ailleurs, on les oriente vers la bonne personne, parce que c'est ça c'est ça qui est important, quoi, au bout du compte, que notre client il trouve ce qu'il cherche, quoi. Ça soit si c'est chez nous, tant mieux. Mais il faut accompagner les gens, quoi. Il y a un côté où c'est ça pour moi, c'est ça le vrai commerce, c'est que quelqu'un a une requête et on essaye de l'aider quoi qu'il arrive, même si c'est pas chez nous, c'est pas grave, quoi. Ça sera une prochaine fois ou jamais, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui est important, quoi, pour nous ici. Ça, c'est ta vision du commerce, quoi. C'est plutôt aider plutôt que vendre à tout prix, quoi. Ouais, et puis surtout, je pense que j'arriverai pas à vendre à tout prix parce que je suis pas un vendeur né. J'ai pas une appétence pour l'argent ou la vente, quoi. Je suis pas là. J'ai fait une super vente. C'est pas ça qui me motive du tout dans la vie, en fait. Donc du coup. C'est quoi alors? Non, moi, je suis content dans le cadre de mon travail. Ce qui compte, c'est que les gens et c'est pas tout le temps le cas parce qu'on a du monde, parce que peut-être on est de mauvaise humeur ou peut-être que voilà, mais
moi, je veux que les gens viennent et qu'ils aient une belle expérience dans la boutique. Et je pense que d'aller dans un endroit quand on s'est déplacé, c'est la moindre des choses. C'est que la personne qui est venue dans notre commerce, elle ressorte, même si elle n'a pas trouvé, en se disant bon, au moins j'ai été bien traité. Et de temps en temps, ça arrive pas. De temps en temps, c'est l'inverse. Et ça va, j'ai vu que tu avais 5 étoiles sur Google tout à l'heure en regardant l'adresse. De temps en temps, il y a des gens, ils attendent et puis on se sent mal à l'aise. Mais ou je sais pas, il peut y avoir, de temps en temps, c'est comme ça. Il y a plein de choses. C'est le commerce, on contrôle pas tout. Mais oui, c'est ça. Et je pense que moi, quand je vais dans un commerce, c'est ce que j'attends en fait. Ouais. Je veux vivre une expérience sympa. Et ça, c'est n'importe où. Sinon, je préfère pas y aller, en fait. C'est pas si évident que ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de commerces où t'as pas l'impression que c'est cette expérience qu'on a envie de te faire vivre, une expérience sympa, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, je comprends, il y a plein de choses. Les gens, c'est peut-être pas leur commerce, ils sont pas contents d'être là. Il y a plein d'éléments différents. Mais au bout du compte, moi, c'est pas l'entreprise que je veux avoir, ou c'est pas. Je veux pas que mes clients se disent je suis allé chez Lafayette Saltiel, personne s'est occupé de moi. Ils ont bâclé leur boulot. Bon, moi, je veux qu'ils soient là, qu'on boit un café ensemble, on passe un moment qui est humain, usuel quoi, dans la vie, qui change un peu de notre vie de tous les jours. Et ça, je pense que quand on va dans une boutique et qu'on est bien reçu, on vit ça et on ressort, peut-être on a appris quelque chose, peut-être qu'on a découvert quelque chose, et ça, c'est vraiment important, parce que sinon... nous on a une boutique en ligne, les gens ils peuvent acheter de tissus, mais pour la mercerie les gens ils peuvent acheter nos produits sans venir. Mais en fait comme on est quand même on est là aux heures de travail habituelles, les gens ils appellent beaucoup en fait pour nous demander des conseils et tout ça. Et ça c'est quelque chose qui est super important, parce que le nombre de commerces en ligne où il y a personne, on peut pas appeler les gens, ils ont caché le numéro de téléphone au fin fond des conditions générales de vente. Et enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas déshumaniser la vente. Oui, parce que moi, je veux pas le faire en fait. C'est pas un jugement, c'est juste que je veux pas le faire et je veux pas acheter dans des commerces comme ça. Après, chacun doit gagner sa vie et puis c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand il y a pas de service client. On se dit, mais les gens, ils n'ont pas de boutique, on achète en ligne, on peut pas les appeler, il faut envoyer un chatbot. Non mais, je veux dire, voilà. Moi, je veux pas, quoi. Donc, t'as raison, moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un truc que je déteste. Et c'est vrai que c'est un peu la déshumanisation du commerce, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis ça marche peut-être quand je sais pas... c'est sûr que les gens qui vendent, je sais pas, des vis, ils vont pas avoir 25 personnes pour décrocher. Mais quand même, pour la plupart des produits, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient là pour conseiller. C'est vrai que toi, tu partages aussi une expertise, une forme d'expertise, et c'est vrai que c'est intéressant de la transmettre aussi. De dire, je sais pas, quelqu'un qui t'appelle, qui dit, tiens, je voudrais mettre ça en doublure, et toi tu lui dis, en doublure, moi je vous recommande pas, ou alors, tiens, je voudrais faire un pantalon avec ce tissu, peut-être pas, parce que ce tissu, il se détend, il machin, et truc, tu vois, c'est... Oui, c'est pour ça que je pense que l'accueil et le conseil, c'est ça qui est important. Après, les gens, ils trouvent leur produit ou ils le trouvent pas, et ça, c'est secondaire en fait. Mais il faut être honnête avec la personne et leur expliquer que ce qu'ils achètent, voilà, il y a des gens, ils veulent un tissu pour veste pour faire leur pantalon. Il faut leur dire que ça va s'user, ça va craquer, ça a une durée de vie limitée. Après, s'ils sont OK parce qu'ils veulent ce look, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est notre responsabilité de faire ça. Sinon, on est quand même dans un domaine où c'est pas le luxe parce que les choses sont chères, c'est le luxe parce qu'il y a une qualité derrière, en fait. C'est ça, pour moi, qui est luxueux. C'est quand il y a... les choses, elles sont bien faites. C'est des produits bien et on est bien conseillé, quoi. Tu dois avoir, d'ailleurs, en parlant de luxe, tu dois avoir souvent, de temps en temps, tes tissus
qui sont pas tes tissus, c'est pas toi qui tissé, mais sur des collections, chez tes clients, ça doit être... Oui, de temps en temps. Alors, les gens avec qui on travaille dans les maisons de couture, de temps en temps, ils sont sympas, ils nous envoient des photos, des choses qui ont été faites. Donc ça, c'est super. De temps en temps, je regarde les défilés, je vois que là, c'est peut-être ça. Mais de temps en temps, je sais pas si c'est un fresco noir, c'est difficile de voir comme ça. Mais oui, on a reproduit aussi des tissus anciens pour des maisons de couture. Donc ça, c'est super cool. Ah, d'accord. Ça, c'est des projets sympas. Ouais. Ils t'apportent des... Non, des tissus des archives ici qui voulaient faire en grosse quantité, donc qu'on a fait refaire. Ok. Et ça, c'est par les mêmes maisons qui les faisaient avant ou... Non, parce que souvent, ils n'existent plus, malheureusement. Ah, les maisons n'existent plus. Okay. Donc, on essaye de trouver un partenaire qui est plutôt... Par exemple, si c'est une flanelle, on va aller chez Fox. Si c'est... si c'est une toile, on va peut-être demander à Huddersfield. Si c'est un Donegal, on demande à Maggie. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voudrais mettre en place en reprenant un peu les tissus anciens, on n'en a plus, que moi, je trouvais magnifique, et d'essayer d'en ressortir comme ça de temps en temps. Ouais. Mais bon, c'est difficile de trouver la bonne usine, qui a les bons fils, qui a la bonne main, pour que quand même, ça soit proche, quoi. Ouais. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir comme ça, de reproduire un tissu, ou du moins même quand tu le tisses dans l'année, c'est difficile d'avoir 2 fois le même... Ouais, donc surtout sur des motifs, parce que bon, dans mon cas, ça va être des tweeds pour veste qu'on avait, où il nous reste peut-être 20 cm. Et donc ça, il faut... Ouais. Après, si la main est un peu différente, ça va, mais l'esprit général, il doit être quand même proche. Même parfois, la main, c'est intéressant qu'elle soit différente pour justement avoir un tube peut-être un peu plus souple, un peu moins... Ouais, sur des choses qui sont très rigides, ça peut être sympa, de changer un peu. Mais je pense que souvent, on n'a pas le choix, quoi. Ça va pas être pareil parce qu'on peut plus... déjà, le tissu, il est là peut-être depuis, je sais pas, 40 ans. Ouais. Donc, on a des tweeds écossais... ils ont 40 ans, donc quand on laisse une laine 40 ans à un endroit aussi, la main elle change. Ouais, il y a forcément des variations. C'est ça. Et du coup, voilà, donc on va... Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et puis, on a notre collaboration avec Maison Hélard, que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est quoi ? En fait, Maison Hélard, c'est un ancien de chez Scabal qui s'appelle Nathan. Qui a lancé qui est très courageux, qui a lancé il fait une collection de tissus donc en lin. C'est du lin français tissé en Italie. Ok. Et du coup, on dit souvent qu'on peut pas, qu'on tisse pas le lin en France, tu vois encore, alors qu'on le produit. Ah c'est le cas puisque lui il le fait tisser en Italie. Ouais. Parce qu'en fait effectivement on est un des plus encore gros là on est en Italie. producteurs. Il y a des lins qui partent bien sûr. à l'autre bout du monde. Ouais. Oui, parce que la France et la Belgique, on produit énormément de lin. Celui-là, il vient de Normandie, mais il y a... D'ailleurs, c'est un produit vraiment... ça vient... C'est quand même... ça vient à 150 km d'ici. La matière première, elle existe en grande abondance. Voilà. Et donc, lui, il le fait tisser en Italie parce qu'il y a une main qui est très souple. Souvent, dans les lins, il y a le lin irlandais qui est assez rigide. Et puis, il y a le lin italien qui a tendance à être très, très souple. Là, on est un peu entre les deux. Et du coup, avec lui, on fait une collaboration sur des coloris de nos archives. D'accord, ok. Qui est plus destiné un peu ça sera des tissus qu'on mettra le soir. D'accord. Voilà. Donc, on a notre collaboration qui s'appelle Les Nuits Parisiennes. Et les tissus vont être disponibles bientôt. En lin. Donc c'est 100% lin. Okay. Et c'est des twills, donc des sergés de 360 grammes. Donc ça tiendra bien. Et ça fera des beaux costumes pour sortir. Voilà. C'est sortir de ça. C'est quoi les couleurs ? Alors du coup, on a des coloris... Alors à l'époque, au niveau des teintures, il y avait beaucoup plus les pigments, ils arrivaient à avoir des noirs plus profonds que maintenant. Pour plein de raisons. Et donc moi j'ai des anciennes Serge Foulet
qui sont assez belles, dans un marron très très foncé, un vert très foncé, un noir et un bleu qu'on a choisi ensemble qui est assez intéressant. Et donc ça sera ça, nos coloris. Donc plutôt pour le lin, ça, on l'associe surtout à l'été et à la journée coloris au lin clair. beige et ou là, marron. ça sera plutôt pour faire des costumes ou des smokings ou des choses comme ça. Ok, tu peux faire jusqu'à un smoking avec. Ouais. Oui, ça va. Voilà, donc ça, je suis très content d'avoir fait ça parce que Nathan, c'est quelqu'un qui a bon goût et puis on s'est bien entendu et du coup, comme tu le sais, les collabs, ça se fait souvent avec des gens avec qui on s'entend bien. Ouais, et donc, voilà. C'est aussi à l'instinct, à l'envie. C'est ça. Et puis, on va... Dans le temps, on va continuer sûrement à faire des choses ensemble comme ça. Ouais. Ouais. Après, toi, ça te permet aussi de placer ce genre d'initiative chez des gens que tu connais, enfin chez des tailleurs que tu vas avoir. Oui, c'est ça. Il y a des particuliers qui voudront ça pour faire leur costume. Et puis après, moi, c'est un domaine où pour la production et la haute couture, c'est quelque chose d'intéressant pour moi d'avoir des produits un peu spécifiques, un peu qui sont pas qu'on trouve pas partout en fait. Et de faire des collaborations avec des tisseurs, c'est quelque chose c'est très intéressant. Eux, ils vont pouvoir aussi valoriser ça dans leur collection en mettant en avant des choses que personne d'autre n'a. Personne d'autre a. Oui. Ça leur permet d'être aussi exclusif, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que il y a des belles histoires et surtout quand c'est des histoires qui sont simples et un peu il n'y a pas trop de blabla autour. C'est du lin français de Normandie, il est tissé dans une usine spécialisée en Italie avec des coloris qui viennent d'archives parisiennes. Voilà. C'est pas, Nathan et moi, on n'a pas cette vision en fait du surmarketing où on va raconter une histoire. Voilà, les nuits parisiennes, on s'est levé un matin embrumé de février. Et d'ailleurs, l'histoire qu'on raconte, qu'on va publier un peu dans les jours qui viennent, c'est l'histoire réelle de comment on a décidé de faire ça ensemble. Okay. Et du coup, c'est parce que pour moi, c'est important au milieu de toutes les histoires qu'on raconte, moi, ça me plaît pas trop. Donc, je préfère que ça soit simple. T'as raison. Et voilà. Et comment ça se passe quand t'as plusieurs clients? Parce que toi, c'est comme si tu vendais des Renault, des Ford, en même temps des Ferrari, des Citroën. Tes clients, je dis pas tes clients finaux, mais tes clients, tes tisserands en fait. Ouais. Comment ils perçoivent ça? Enfin, c'est usuel d'avoir comme ça une série de marques de tissus que tu vas vendre, parce que je pense qu'il y a des produits qui doivent se chevaucher, qui doivent. Oui, en fait. D'être agent de plusieurs marques comme ça. Oui, parce qu'en fait, traditionnellement, les agents, ils étaient surtout agents pour la production. Donc, ils faisaient, je sais pas, ils allaient avoir peut-être 2 ou 3 cartes différentes, donc ils travaillaient pour 2 ou 3 usines. Peut-être, je sais pas, une usine qui faisait du tweed, une autre du cachemire et une autre du coton, voilà. Donc ça se mélangeait pas. Mais ça, c'est aussi parce que quand on est agent pour la production et que ça marche, en fait, on n'a pas besoin de représenter énormément de marques. Voilà. Parce que tu fais des gros volumes. Voilà, c'est ça, on fait des gros volumes et puis du coup... on n'a pas besoin et puis on fait attention parce que effectivement il y en a qui sont trop proches et que ça n'a pas de sens parce que le client lui montre 2 fois la même chose. Nous, comme on s'occupe aussi comme Ketchupoli par exemple, on fait que les tailleurs par exemple. Donc on fait, et Stand Event c'est pareil. Donc là les volumes sont beaucoup moins importants puisque au lieu de vendre 10 000 mètres ou 5 000 mètres ou 1000 mètres à la fois, on vend 1,50 m, 2 mètres. Donc ça, on peut pas travailler que pour une boîte. Donc ça, ils comprennent bien que les agents pour les tailleurs, on est obligé d'avoir... Et ils ont un autre agent en France pour faire la production, ces gens-là? Oui, il y en a qui en ont, ouais. Genre là, pour la production. Ils ont un agent pour la production et moi pour les tailleurs. Ah, d'accord. Après, Fox, je fais les deux, par exemple, ou Huddersfield Fine Worsted, on fait les deux. Mais bon, on essaye de pas avoir...
des maisons qui sont en concurrence directe avec. T'aurais pas un deuxième fabricant iconique de flanelle, quoi. Non, mais il y en a pas vraiment d'autres. Du coup, ça va. T'es tranquille. Mais Vital et Barberis, non? Ouais, Vital Barberis, c'est une usine effectivement iconique, mais c'est pas. Déjà, ils sont pas du tout dans la même gamme de prix. Ouais, aussi, ouais. Et c'est des tissus magnifiques. Hein. D'ailleurs, Jean-Marie Queneau, l'agent de Vital Barberis, c'est un ami et c'est quelqu'un de génial qui connaît vraiment bien le métier et les tissus, quoi. C'est vrai que ils ont une gamme aussi très très large qui va. Et puis c'est très beau, quoi. Après, Fox, il y a beaucoup plus de motifs. C'est différent en fait, comme ça. Mais effectivement, en travaillant pour Vital Barberis, on peut pas après à côté travailler pour une société qui fait quelque chose de similaire, parce que voilà. Donc ouais. Donc bon, voilà, on essaye toujours de pas avoir des gens trop proches. De temps en temps, il y en a un, il sort une gamme qui est similaire à une autre. Bon bah ça, tout le monde l'accepte. Et puis de toute façon, c'est comme ça que. C'est le business. Ouais. Et puis bon, on a la chance d'avoir cet endroit où les gens peuvent venir voir l'Elias à n'importe quel moment. Et puis on a des gens qui viennent acheter des tissus pour leur mariage eux-mêmes, en fait, aussi. C'est marrant. Qui viennent ici. Donc, genre des hommes qui viennent. Ouais. Ou des boutiques avec qui on travaille qui nous envoient des clients parce que ils veulent voir. Ils veulent voir plus de choses que ce qu'ils ont en boutique. Donc ça, on le fait volontiers. Intéressant. Ouais. Non, ça. Bah écoute, je pense qu'on a bien balayé ce que tu faisais. Je trouve ça super intéressant de rentrer dans un univers dans lequel on rentre rarement. Enfin, en plus, comme tu le disais, c'est plus très répandu aujourd'hui de venir chez un drapier ou dans une mercerie ou dans un lieu comme ça. Donc c'est vrai que c'est ce que j'avais envie de faire, tu vois, c'est un peu d'amener le lieu dans les oreilles des gens et pour leur donner envie de ramener leurs oreilles ici, tu vois. Ah ouais, non mais je te remercie parce que c'est vrai que c'est moins comme on n'a pas vraiment de produits finis, c'est un voilà, c'est à la fois un endroit comme tu dis où il y a des produits où il y a que de la matière première, mais en même temps c'est un endroit où on peut venir, tu vois, c'est comme si t'allais dans une minoterie regarder tes farines avant d'aller acheter ton pain plus tard, tu vois. Ou plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de venir dans un endroit comme ça et de se rendre compte un peu de ce que c'est aussi du tissu avant que ce soit monté, et puis de faire son choix, de, comme tu dis, discuter, de sentir les mains. Enfin voilà, ça fait aussi partie de la curiosité que certains peuvent avoir Bien sûr. Et puis nous on est toujours heureux que des gens viennent de temps en temps, comme je te disais, on n'a pas le temps, ou bon, il y a mais tout le monde est vraiment le bienvenu ou la bienvenue ici, de passer du temps, même de s'asseoir, de boire un café, de regarder des tissus. C'est toujours un plaisir de partager ça avec des gens. Et aussi il y a une grande, enfin, c'est pas un problème de venir, de regarder des choses et après d'aller chez un de nos clients qui accepte, qui a nos liasses, et juste de prendre la référence et que le tailleur le commande. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de pression. Il n'y a pas de pression. Non, il n'y a pas de pression. Le but, c'est, je pense, moi j'aime pas du tout qu'il y ait qu'on me mette de la pression quand je vais dans un commerce. Donc ici, les gens, il y a pas de pression. De temps en temps, peut-être qu'on n'a pas le temps, mais on va jamais les forcer à acheter ou leur, enfin, ça existe pas ici. Donc venez alors. Oui, venez. Vous pouvez nous envoyer un message avant et dire je veux passer à tel moment. Comme ça, on s'assure d'être là, par exemple. Mais c'est cool. Mais avec plaisir, c'est top. Bah écoute, un grand merci, Virgile. J'ai une dernière question qui va te prendre de court. T'es prêt? Je suis prêt, je crois. Non, je la pose à tout le monde, mais qui aimerais-tu entendre à ta place prochainement en vivant et francophone? Du coup, je dirais Nathan Hélard de Maison Hélard, parce que de lancer une société
de vente de textiles avec des qualités nouvelles de nos jours, c'est tellement rare. Ouais, c'est vrai. Parce que ça marche en fait, parce que ça fonctionne très bien. C'est vrai que c'est un milieu qui est quand même tenu par des grands mastodontes, et puis il y a peu de création de nouvelles marques, ou pas du tout même d'ailleurs. De se lancer là-dedans, ça demande... C'est quand même un effort considérable et je pense que du coup c'est très intéressant parce qu'il y a une dimension entrepreneuriale qui est fascinante et puis il y a aussi le fait que on est face à... je sais pas, à l'Europiana, à Zegna, voilà, donc, et là, comment trouve-t-on notre place dans ce monde terrible? Ouais, c'est clair. C'est bien, t'es là pour aider et aiguiller aussi, donc... Non, mais ouais, donc, je pense que lui, j'aimerais bien... je le connais bien, alors je connais son histoire, mais je pense qu'elle est vraiment intéressante. Bon, très bien. Un grand merci à toi. Merci bien à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker, le mettre des petites étoiles, comme je dis à chaque fois, peu importe où vous l'écoutez, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur SoundCloud. Voilà. N'hésitez pas à écrire un petit message ou à liker, à noter, avec grand plaisir. Merci beaucoup de l'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de Radio VGL. À très vite. Ciao.